on est démocratie sans dette, il faut payer le prix, il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originales. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. Mais quand on est démocratie sans dette, il faut payer le prix, il faut rembourser. Il faut rembourser. Pourquoi la France a-t-elle perdu en quelques années 40% de sa force de frappe industrielle? Eh bien, il faut se souvenir que cette évolution a été, sinon souhaitée, du moins acceptée pendant très longtemps. L'industrie française a perdu près de 100 000 salariés en 3 ans. Alors, la France va-t-elle devenir un pays sans usine? Puisqu'on parle d'entreprise, ce coup de massue pour 103 des 140 employés d'un équipementier automobile. Leur poste a été supprimé. Et s'ils veulent garder leur emploi, eh bien, ils doivent partir en Pologne. Des ingénieurs, pour la plupart, qui ne comprennent pas la décision du groupe américain, d'autant que le site alsacien est rentable. Un reclassement à poste égal à Cracovie, mais un salaire divisé par plus de la moitié. Les 2 derniers hauts fourneaux d'ArcelorMittal, rescapés de 20 ans de désindustrialisation en Lorraine. Ici, les maires des petites communes se sont habitués aux fermetures d'usines, aux délocalisations d'entreprises, et à tous ces sites abandonnés. C'est au téléphone qu'Édouard Martin apprend la nouvelle qu'il redoutait. Les 2 hauts fourneaux de Florange vont bien fermer. La direction d'ArcelorMittal vient de le confirmer lors du comité central d'entreprise. Que ce soit dans le textile, la métallurgie ou bien la chimie, depuis 3 ans, près de 900 usines ont fermé leurs portes en France, entraînant la disparition de 100 000 emplois industriels. Une des zones les plus touchées, c'est ici même, dans le sud de l'Oise. L'usine du Havre-Sandouville est une usine d'assemblage. On y reçoit tous les éléments de la future R16. En 1966, Renault produisait encore l'essentiel de ses voitures en France. Aujourd'hui, le constructeur ne produit plus que 20% de ses modèles dans l'Hexagone. Le reste a été délocalisé. Social parce que royaliste. Selon Frédéric Leplay, le syndicat libre dans la profession organisée. En ne laissant debout qu'un géant, l'État et 25 millions de nains, la Révolution a créé un monde de pygmées et de révoltés, disait Ernest Renan. Quant à Joseph de Maistre, que l'on peut considérer comme un précurseur, je n'ai jamais rencontré un homme, mais des hommes. À chaque peuple correspond une tradition, une culture, une politique, aussi différente des autres par son histoire, ses mentalités et ses climats, que son destin historique et métaphysique. Louis de Bonald critiqua l'avènement politique du commerce et de l'industrie, au détriment des élites réelles de la France. Les royalistes comprendront vite que la République, issue de la Révolution, est à la fois antinaturelle comme antisociale et par déduction, destructrice du tissu traditionnel et national, donc anti-française. Rivarold fera la même analyse, en élargissant son combat sur la francophonie, et Edmund Burke expliquera que la Révolution en France était le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'Empire britannique. En 1828, Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, et le docteur Villermé, soucieux de la misère ouvrière, entament chacun une enquête sur les conditions de travail dans les manufactures. Les conclusions seront similaires. Elles feront ressortir le besoin pressant d'un urbanisme passant par le logement social, le développement de l'instruction. Étant donné la destruction des écoles sous la Révolution, la République n'ayant que faire de la culture, la lutte contre l'alcoolisme et une amélioration des conditions de travail tout en revoyant les salaires. Une équipe se forme avec Armand et Anatole Demélin, Benoît Dazy, Montalembert, Falloux, tous royalistes, dans une France lassée des exactions révolutionnaires et républicaines et fortement royalistes vu les résultats électoraux. Une multitude de lois sociales sont proposées et souvent pour restituer au monde ouvrier ce qu'on lui avait volé en 1789. Les vainqueurs de la monarchie sont trop contents de profiter d'une main-d'œuvre sans protection et corvéable à merci. L'opposition royaliste continue néanmoins, imperturbable, à soulager la misère ouvrière, devant l'hostilité haineuse des parvenus de gauche et de droite républicaine, attachés aux fruits juteux du capitalisme. Et puis, la République n'est pas la royauté. Elle peut massacrer le peuple au nom de la sacro-sainte liberté,
du plus fort. En 1841 et les années suivantes, le groupe royaliste présente une multitude de lois. Lois sur la protection et la limitation du travail féminin et des enfants, par Montalembert. Loi sur les logements insalubres. Loi sur les caisses de retraite et de secours mutuels. Loi sur la réinsertion des jeunes détenus. Loi sur les limitations du temps de travail. Loi sur l'amélioration des conditions de travail. Loi sur les contrats d'apprentissage. Refus de l'opposition gauche et libérale républicaine. Tout cela avec en même temps la participation directe sur le terrain pour soulager la misère et assurer de la formation et des aides. Création de la première section de la Croix-Rouge, formation des apprentis, fondation de la mutualité, dont il y aura 1 million de membres en 1870, défense des ouvriers de la Seine et des canuts de Lyon, par l'avocat célèbre Berryer, ardent royaliste. Les ouvriers étaient poursuivis pour délit de coalition. 1865, retentissante lettre sur les ouvriers du comte de Chambord, réclamant la liberté syndicale et le retour des corporations avec une participation populaire étendue aux élections. Ces idées sociales firent tellement de bruit et peur aux libéraux que la dernière tentative de restauration échoua en 1875, au détriment du monde ouvrier, attendant sa libération, et de la France entière, gagnée par l'éventualité d'un Henri V. Cet échec, comme la défaite de 1870, eurent des répercussions dans le milieu intellectuel. Taine, Renan, Auguste Comte remirent en question les fondements de 1789 et constituèrent le terreau intellectuel de la future action française. De 1855 à 1879, publication de l'enquête sur les ouvriers européens de Frédéric Leplay. Cette encyclopédie sur les besoins sociaux véritables de tout individu et famille pour vivre en harmonie. On peut considérer ce travail comme la première étude sociologique sérieuse qui parle de l'importance de la cellule de base de la société, la famille, le facteur ethnique, religieux, social et moral. René de La Tour du Pin, influencé sur les travaux de Leplay, élaborera une doctrine moderne, axée sur la renaissance des corps intermédiaires qui, avant la Révolution, étaient le fruit de l'organisation spontanée du monde du travail et assuraient aux ouvriers droits et participations. La monarchie en fut la protectrice, en codifiant leurs us et coutumes à travers l'élaboration du livre des métiers d'Étienne Boileau. La Révolution en 1789 a fait comme pour le reste, détruire, faisant ainsi régresser le pays et par là même retarder l'émancipation sociale pour le plus grand profit des vainqueurs parvenus de la finance. Précurseur monarchiste, social, soucieux d'améliorer le sort du monde ouvrier, il dénonça les périls du libéralisme et les dangers du socialisme en réaction, dont le fruit communiste donnera le totalitarisme et la misère. Il argumentera et remettra à jour le principe de l'ordre corporatif rénové, qui avait donné largement ses preuves durant 8 siècles de monarchie. La corporation, devenant par l'association des employeurs et des syndicats la solution du malaise social en vue d'une restauration de l'ordre économique sous le roi et en réaction contre la nouvelle conception de la société, faisant de l'homme une machine sans respect du travail au profit du matérialisme. L'étude historique et le christianisme apportent la solution communautaire, que l'on peut qualifier de naturelle, voire écologique, dans l'organisation de la cité. Rien d'imposé, mais comme les Grecs anciens d'Aristote, une autonomie et des libertés communales étendues. Les citoyens s'organisent dans leur profession, comme les familles dans leur vie associative et communale, et tout cela s'imbrique naturellement jusqu'à la représentation nationale par la désignation des plus aptes pour gérer les affaires de la profession ou de la cité. Une saine démocratie en somme, débarrassée du parasitivisme partisan au service d'intérêts privés n'ayant rien à voir avec la vie réelle du pays. La corporation apparaît donc comme la solution d'un pays en crise, car elle redonne toute la dimension citoyenne à l'homme débarrassé du carcan républicain, transformant l'homme en individu numéroté, manipulé à merci. Anarchie, diront certains libéraux conservateurs, oui, d'une certaine façon, car les hommes doivent être libres et que le moins mauvais des régimes reste celui qui garantit une plus grande autonomie aux familles, communes, régions, métiers et associations jusqu'au Conseil du roi. Ce régime reste celui de la royauté, qui en son temps libéra les communes et assura force et protection au monde du travail. Avec Albert Demain, c'est 30 ans de combat social inlassable à partir de 1876 jusqu'en 1914.
et un fourmillement d'idées et de projets nés dans ce groupe de royalistes sociaux dont on trouve les notions de juste salaire et salaire familial. Loi sur le salaire minimum, loi sur les caisses de retraite, loi sur les caisses de maladie et de vieillesse, loi sur le repos dominical. Les projets de loi sont systématiquement rejetés par l'opposition républicaine de droite comme de gauche. À côté du combat parlementaire, où les seuls défenseurs du monde ouvrier restent les royalistes, sur le terrain de multiples initiatives mutuelles, professionnelles et associations voyaient le jour pour soulager la misère, former en apprentissage et éduquer. Enfin, mettre en pratique une législation sociale à partir de fonds et dévouements personnels royalistes. Hyacinthe de Gaillard-Bancel donnera naissance aux organismes agricoles d'aujourd'hui. Le socialisme mit la main sur le monde du travail à travers les syndicats dans le courant du XXe siècle et transforma idéologiquement le combat social. En 1919, d'importants projets d'ordre sociaux sont déposés par les royalistes du bloc national. 1924, encore les royalistes dans le combat législatif. En 1930, proposition de loi sur les assurances sociales. 1936, proposition de loi sur la création d'un Conseil national économique. 1937, proposition de loi pour un prêt aux ménages dont la naissance du troisième enfant annulerait la dette. Rejet systématique par les républicains. Le Front populaire reprendra à son compte les vieux projets de loi des royalistes et s'en attribuera les mérites, éliminant ainsi les royalistes par la même occasion qui garderont néanmoins l'influence intellectuelle dans le domaine social. Que reste-t-il? Les royalistes restent novateurs dans le domaine social. Ils ne sont pas restreints par une vue idéologique comme les partis de gauche. Ils savent par expérience et connaissance historique que seule la monarchie peut tempérer une certaine forme de libéralisme et de socialisme dans l'autonomie du monde du travail et la justice sociale. La gauche n'a rien inventé. Elle a recopié et appliqué les lois sociales royalistes qu'elle avait depuis la Révolution refusées aux ouvriers. Il suffit pour s'en convaincre d'éplucher les archives, comme nous l'avons fait, et mettre sous les yeux du public les mensonges de l'histoire officielle. Les maux dont nous souffrons restent principalement les mêmes, dénoncés depuis des décennies. Crise économique et faillite du libéralisme avec ses conséquences. Une population salariale restant sans protection professionnelle, comme les avocats et médecins qui, eux, possèdent la propriété du métier. Un nouvel esclavage avec les délocalisations où les individus peuvent être mis en concurrence avec d'autres dans des pays sous-développés et perdre travail et situation. Un certain patronat libéral sans foi ni loi exporte ses entreprises à l'autre bout du monde, la main sur le cœur et parlant de République des droits de l'homme, mais acceptant pour plus de profit le déplacement de ses capitaux en mettant en faillite des familles entières de salariés. Un État ayant perdu toute indépendance politique face à l'économique, devenu un satellite de l'Europe, décidant de la vie ou de la mort de pans entiers de son économie, agriculture, pêche, industrie au profit d'autres pays. Un syndicalisme ne représentant plus le monde du travail, mais la politique, et dont les adhésions fondent comme neige au soleil. Un État sacrifiant son peuple, en acceptant que la misère du monde vienne s'implanter ici. Une politique suicidaire en matière de démographie, un État républicain, surendetté dans une marche vers l'abîme et le néant. La plupart des lois sociales instituées, Conseil économique et social, sécurité sociale, participation, loi des 8 heures, n'ont pas l'étendue réelle et l'autonomie dont les royalistes rêvaient qu'elles puissent avoir dans un véritable pays libre. Ces lois furent limitées par le système républicain, les restreignant pour en garder le contrôle, comme pour la décentralisation. Alors même, si toutes les formes de gouvernement possèdent leurs contraintes, il reste des gouvernements destructeurs par essence et d'autres dont les bases restent humanistes. Retrouvons les racines de l'arbre de vie, d'où notre France fut le fruit, et libérons-nous. Notre jour viendra.